Les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale ont démarré hier à Washington, aux États-Unis. Les questions monétaires internationales et de développement ont été évoquées à cette rencontre. Le chef du gouvernement participe à cet événement. Le comité d'experts chargé de l'élaboration de la nouvelle constitution était face à la presse. Ce comité dit avoir travaillé dans la recherche constante du consensus. Nous en reparlerons dans ce journal. Les éléphants se sont imposés 3-1 devant le Mali aujourd'hui en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. La Côte d'Ivoire prend la première place du groupe C. Voilà, messieurs, bonsoir. La Côte d'Ivoire a battu le Mali lors de son premier match en éliminatoire de la Coupe du Monde 2018. Les éléphants se sont imposés 3-1 face au Mali et c'était à Bouaké. La rencontre s'est déroulée à Bouaké, comme je vous l'ai dit, et c'est dans le centre du pays. Revivons les moments forts de la rencontre avec RTI Sport. Début de partie difficile pour les éléphants de Côte d'Ivoire. 18e minute, mauvaise communication entre Eric Bailly et Sylvain Bowo. Mustapha Yatabaré ne laisse pas passer l'occasion. Le Mali mène 1-0. Les éléphants de Côte d'Ivoire se remettent à Jonathan Kodja. Sa frappe est bien appuyée. Omar Sissoko reste impuissant. Côte d'Ivoire 1, Mali 1. 31e minute, cette fois, c'est Serge Aurier. Sa frappe est mal renvoyée par Salif Koulibaly. Le Mali est puni, l'autogol est inévitable. Côte d'Ivoire 2, Mali 1. 34e minute, la souffrance des aides du Mali s'accentue. Yao Kwasi Gervais en est l'auteur. La Côte d'Ivoire mène 3-1. Aucun but ne sera inscrit en deuxième mi-temps. La Côte d'Ivoire s'impose 3-1. Elle commence sur une bonne note, le troisième et dernier tour des éliminatoires du Mondial 2018. La Côte d'Ivoire a remporté la médaille de bronze lors des Jeux olympiques de Rio à taekwondo, vous vous en souvenez. Et c'est Ruth Gbagbi qui a remporté cette médaille. Elle a été célébrée par tout le pays en août dernier. Aujourd'hui, c'est au tour d'un village, son village, de lui rendre hommage. Et ce village, c'est Kpapedou. La première dame Dominique Ouattara y était aussi. Mahama Traoré, Abiba Dambeli. C'est dans une liesse populaire que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a été accueillie ce vendredi après-midi à Kpapeko, village situé à une dizaine de kilomètres de Gagnoa. Village dont est originaire sa filleule Ruth Gbagbi, médaillée de bronze aux Jeux olympiques de Rio. Fort de cet exploit, Ruth a été reçue dans la pure tradition bété avec le djezé. Rituel auquel a droit tout guerrier à son retour d'une bataille victorieuse en pays bété. À l'endroit de la première dame qui lui a fait l'honneur d'une visite, le village de Kpapeko a su témoigner sa reconnaissance. Aujourd'hui, nous avons notre maternité qui est en construction et tout le village ici a décidé que cette maternité porterait votre nom. Nous voulons vous faire première dame de Kpapeko. En tout cas, nous sommes heureux. Vous voyez tout le monde ici heureux, moi encore plus. Bien plus qu'une visite de courtoisie, la première dame a signifié aux populations de Kpapeko l'objet réel de sa présence. C'est avec une grande joie que j'accompagne Ruth auprès des siens afin de remettre à ses parents la médaille qu'elle a brillamment remportée aux Jeux olympiques de Rio et qu'elle m'a si gentiment dédiée au moment de la victoire. Elle est aussi accompagnée par son frère Cheikh Cissé, qui a remporté une médaille d'or à ces mêmes Jeux. Ils sont tous les deux des exemples pour notre jeunesse et il me tenait à cœur de venir partager ce moment de joie avec vous. Je tiens à vous féliciter également, chers parents, pour les valeurs de courage et de persévérance que vous avez inculquées à votre fille. Malgré son jeune âge, Ruth fait maintenant partie de l'histoire de son pays et c'est en grande partie grâce à vous. Ce passage de la première dame à Kpapeko ne sera pas oublié de sitôt par les populations. Elles ont reçu 40 millions de dons en matériel agricole, sanitaire et en vivres, en plus de 6 millions de francs en espèces.
Cheikh Cissé, lui, a remporté l'or à ces mêmes Jeux de Rio, la première médaille d'or de la Côte d'Ivoire. Il a battu le Britannique Lutalo Mohamed. La ville de Gagnoa attendait son fils pour le féliciter. C'est fait, il était à Gagnoa. Gagnoa, quartier Sokoro, entendez par là l'ancienne cité. Sa création remonte à 1924. L'histoire de ce mythique quartier de la ville de Gagnoa se confond avec celle de ses fondateurs, les patriarches Ishak Diallo, Mamadou Dambélé et Lamine Cissé. C'est de la descendance du dernier cité qu'est issu le premier champion olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire, Cissé Cheikh Salah Junior. Une fierté pour les habitants du quartier Sokoro, qui ont fait preuve de reconnaissance divine ce vendredi matin à travers une séance de prière et de bénédiction. C'est notre petit-fils, notre fils. Il a eu ce qu'il a eu. Ça nous fait tellement plaisir. On a voulu organiser quelque chose pour la famille, pour prier pour lui. Pour qu'on entende encore notre nom de ce que ça l'a plus que ça. Ça, c'est le début d'un commencement. Dans l'avenir, on parle de lui encore plus que ça. On a la Tokyo, on parlera de lui. On va aller plus que Tokyo, on parlera de lui. C'est pourquoi cette prière-là, on le fait pour lui. L'implantation historique des familles Cissé, Dambélé et Diallo prouve encore une fois la diversité raciale et ethnique existant dans la ville de Gagnoa. Une diversité qui a fini par porter bonheur à la Côte d'Ivoire avec le sacre historique réalisé par Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi. Du côté des États-Unis, économistes, spécialistes en développement, investisseurs et dirigeants du monde ont répondu au rendez-vous des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. La Côte d'Ivoire est présente à cette rencontre. Les ministres des Finances et gouverneurs des banques centrales représentant 189 pays membres du Fonds monétaire international ont discuté des enjeux économiques et financiers dans le système monétaire international. Le reportage de notre envoyé spécial Adama Koné aux États-Unis. Le monde économique est à la réflexion. Les assemblées annuelles 2016 du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se sont officiellement ouvertes ce vendredi à Washington, dans la capitale américaine. Ce sont environ 10 000 chefs de gouvernement, ministres, experts et spécialistes du milieu économique et du développement qui sont réunis. Pour refaire le point, d'abord des relations en chacun des pays, et ces deux institutions, Fonds monétaire international et Banque mondiale, mais aussi rencontrer les autres collègues, de façon à pouvoir, développer les relations entre pays, mais aussi c'est l'occasion pour la plupart donc, des hommes d'affaires, mais aussi donc, des financiers internationaux, de rencontrer sur le même endroit la plupart donc, des financiers ou des économistes internationaux des pays, de façon à pouvoir donc, développer les relations entre leurs institutions et chacun des pays concernés. À la tribune de la cérémonie d'ouverture, la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, a insisté sur deux faits. D'abord, l'investissement dans l'éducation. Car pour son institution, la formation et la qualité des ressources humaines doivent précéder le développement. Insistant à souhait sur la scolarisation de la jeune fille. Ensuite, la directrice du FMI a indiqué que la croissance économique doit être inclusive, donc bénéfique, aussi bien aux États, aux investisseurs, aux entreprises qu'aux populations. Une croissance économique qui d'ailleurs est en perte de vitesse dans le monde. En 2016, le FMI prévoit une croissance modérée de 3,1% qui doit rebondir en 2017 à 3,4%. Pour y parvenir, l'institution de Bretton Woods recommande que les pays utilisent tous les leviers de la politique économique, à savoir le budget, la monnaie et la structure de l'économie. Faut-il le rappeler, les assemblées annuelles du Fonds monétaire international et du groupe de la Banque mondiale se tiennent 2 années de suite dans la capitale fédérale américaine, à Washington donc, et la 3e année dans un pays membre. Depuis 1947, c'est en 1973 que l'Afrique a abrité ses assises, et c'était précisément dans la capitale kenyane, à Nairobi. En Côte d'Ivoire, la Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité l'avant-projet de loi sur la nouvelle constitution. Le texte sera voté par l'ensemble des députés mardi prochain. Le reportage de Herman Guivé. Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire
est passé au peigne fin par les membres de la Commission des affaires générales et institutionnelles. La session de travail, à peine ouverte, le député de Port-Bouët, Kwadio Konan-Bertin, demande un préalable qui restera sans suite. 2 minutes plus tard, il quitte la salle. Les travaux se poursuivent. Il y a eu une explication qui a été donnée, mais personnellement, je suis resté un peu sur ma faim. Tu es député. Je vais attendre le dispositif légal. Quand nous serons dans le dispositif légal, précisément à l'article 101, pour rebondir. Le ton varie selon la pertinence des interventions. Les avis divergents n'épousent pas toujours le ton de la convivialité. Merci, monsieur le député. Faites revenir le silence. Au bout de 10 heures d'horloge, 10 heures de débat, la commission peut enfin procéder au vote. Les esprits se libèrent. L'avant-projet de loi portant constitution de la République de Côte d'Ivoire est adopté à l'unanimité des membres présents, à l'exception de Kwadio Konan-Bertin, qui s'était retiré avant les délibérations. Je voudrais vous dire que nous sortons de l'hémicycle avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles viennent d'approuver l'avant-projet de loi portant constitution de la Troisième République. Ils viennent de poser un acte historique et cela dans la droite vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a initié ce projet. La levée de la limite d'âge pour la candidature à la présidentielle ainsi que la marge de manœuvre de la Cour constitutionnelle ont été abordées avec insistance afin d'éviter à la Côte d'Ivoire de revivre l'épisode 2010. Aucun amendement n'a été apporté à cet avant-projet de nouvelle constitution par la Commission des affaires générales et institutionnelles. Une étape de franchie, cet avant-projet de constitution sera soumis au vote en plénière mardi prochain. Le comité d'experts chargé justement de l'élaboration du projet de nouvelle constitution, lui, était face à la presse. Et selon le président de ce comité, il s'agit du professeur Ouraga Obou, le comité a eu des consultations avec toutes les couches sociales, notamment la société civile, les leaders politiques, religieux, les médias, avant la rédaction du projet de texte fondamental du pays. Eric Goré faisait partie des journalistes présents à cette rencontre. Créé le 31 mai 2016, ce comité est composé de 10 membres, tous juristes. Pendant 4 mois, ils ont travaillé à l'élaboration des textes de cet avant-projet de constitution, non sans rencontrer la société civile et 40 institutions de la République sur 44. C'est après cette étape qu'ils ont remis le document au président de la République. Face aux journalistes, quelques éclairages ont été apportés par ces personnalités du droit. Nous avons constitutionnalisé le respect de nos valeurs culturelles, spirituelle et morale. Nous avons réaffirmé la forme républicaine du gouvernement ainsi que la laïcité de l'État. Nous avons également réaffirmé notre attachement à tous les engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme et aux libertés publiques et auxquels la Côte d'Ivoire a souscrit. La Constitution condamne de façon univoque, donc sans équivoque, tout mode d'accession et de maintien au pouvoir sans le droit, sans la démocratie. Cet avant-projet de constitution, au dire des membres du comité d'experts, est impersonnel, moderne et durable dans le temps. Il préserve les ressources naturelles de la Côte d'Ivoire et mieux, tout le patrimoine ivoirien. La Constitution établit un distinguo entre le domaine urbain et le domaine rural. Ce qui est visé, c'est bien le domaine rural. De sorte que si la Constitution est promulguée demain, celui qui achète un terrain villageois et qui est de nationalité étrangère, il ne faut pas qu'il soit surpris que la vente sera nulle et de nul effet. L'avant-projet de constitution est composé de 184 articles et 50 chapitres. Prévoit entre autres un président de la République, un vice-président de la République, un premier ministre, chef du gouvernement, et la création du Sénat. Pendant ce temps, les partis membres de l'AFD ont fait une marche pour dire non à la nouvelle constitution. Afin Guessan a participé à la marche. Il dénonce le caractère non consensuel de cette constitution. Le reportage de Hamza Diaby.
Prévu pour 9 h ce samedi, c'est finalement à midi qu'a eu lieu la marche de l'AFD, l'Alliance des forces démocratiques. Une trentaine de minutes de marche suivie d'un meeting tenu sous l'échangeur d'Adjamé Liberté pour dire non à la nouvelle constitution. Ce n'est pas une constitution pour la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une constitution pour la démocratie, ce n'est pas une constitution pour l'unité nationale, ce n'est pas une constitution pour le progrès économique et social de la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est bien montrer à M. Alassane Ouattara qu'il n'a pas atteint son objectif de mobiliser l'ensemble des Ivoiriens autour de cette constitution, qu'il faut qu'il révise sa position, qu'il fasse en sorte que nous ayons une constitution qui rassemble plutôt qu'une constitution qui divise. Le président de l'AFD profite ensuite de l'occasion pour lancer un appel aux parlementaires de l'Assemblée nationale. Qu'ils comprennent qu'ils ont une lourde responsabilité vis-à-vis de l'avenir du pays, vis-à-vis de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Pour finir, Pascal Affinguesson demande à ses partisans de rester mobilisés dans le refus de cette nouvelle constitution en attendant de recevoir d'autres mots d'ordre. Sachez que la bourse régionale des valeurs mobilières a été désignée par le Nasdaq deuxième plus important marché d'actions des États-Unis. Qu'est-ce qui a joué en faveur de la BRVM et quel avantage la Côte d'Ivoire et les autres pays membres pourraient tirer de ce classement? La réponse dans ce reportage de Francis Boifo. Des bourses de Johannesburg, du Nigeria, d'Égypte, du Kenya, du Ghana, de l'île Maurice, de la Namibie, du Botswana et de la Tanzanie, la bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA a été désignée la bourse la plus innovante en Afrique. C'était lors du 9e forum sur l'investissement en Afrique organisé aux États-Unis. Quelques points qui ont valu cette distinction à la BRVM. C'est les critères liés aux nouveaux produits créés, à l'accès des investisseurs et des courtiers à l'information produite par le marché et évidemment aux perspectives de développement. Au cours des dernières années, la BRVM a été parmi les bourses africaines celle qui a entrepris le plus de roadshows, d'événements de promotion à travers le monde. Pour les acteurs du monde financier, l'attribution de ce prix a des avantages pour les 8 États de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ça permet aux grands investisseurs mondiaux, des acteurs de référence au niveau mondial, de drainer une partie des fonds qu'ils gèrent vers la place financière régionale qui est l'UEMOA. Des impacts également pour les investisseurs et opérateurs économiques intéressés par le marché régional. Les entreprises privées, au lieu de continuer à se financer uniquement par le marché bancaire, ces opérateurs économiques nationaux ont la possibilité de lever de l'argent sous forme d'emprunts obligataires sur le marché financier et de se voir accompagnés par des investisseurs de taille mondiale. La Côte d'Ivoire abrite le siège de la BRVM. C'est l'émetteur de devises par référence sur le marché régional. Le pays pourrait tirer profit de la forte mobilisation des acteurs du marché boursier. L'État ivoirien est gagnant sur les offres publiques de vente d'actions que l'État réalise dans le cadre des programmes de privatisation. C'est des ressources qui vont contribuer au budget de l'État ivoirien. Et en même temps, les actionnaires locaux, ivoiriens et non ivoiriens qui participent à ces opérations-là ont une rémunération plus importante que ce qu'ils devraient pouvoir avoir sur d'autres instruments financiers. En plus, c'est que l'État ivoirien contribue à développer l'actionnariat populaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Et quand on dit actionnariat populaire, c'est la préparation de la population à pouvoir accéder, je dirais, à des produits financiers. Pour le financement du plan national d'investissement PND 2016-2020, il faut 30 000 milliards de francs CFA, dont 62,5% sont à rechercher auprès du privé. Parlons environnement avec le Fonds pour l'environnement mondial, ce mécanisme de financement des projets environnementaux qui a pour but de protéger l'environnement. Les pays côtiers de la sous-région en ont parlé ici à Abidjan. Ils préparent la 51e réunion de l'organisation à Washington aux États-Unis. Serge Collier nous explique l'évolution des stratégies politiques du Fonds pour l'environnement mondial. Mécanisme de financement des projets environnementaux pour la protection et la sauvegarde de l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial a décidé de mettre en place le projet Ville durable. Financé à hauteur d'environ 70 milliards de francs CFA, ce programme concerne la Côte d'Ivoire, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Il va permettre de lutter contre la pollution industrielle et les embouteillages, source d'émissions de gaz à effet de serre. Le programme de Ville durable de la Côte d'Ivoire est composé de
2 sous-programmes. Il y a le programme de transport durable qui va permettre d'alléger ces problèmes d'embouteillage en agrandissant les voies, en créant beaucoup de ronds-points. Et le deuxième volet est un projet de pollution industrielle. Et la BAD, qui est agence d'exécution du FEM pour ce projet, ajoute à ces 2 programmes un programme de gestion des ordures ménagères. Cette réunion des 8 pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, membres du Conseil du FEM, a surtout eu pour objectif principal la préparation de la 51e réunion de l'organisation qui se tient du 24 au 27 octobre 2016 à Washington. Il y a cette année particulièrement le point 8 qui va porter sur la reconstitution des ressources du FEM. Il faut qu'on comprenne tous les enjeux. C'est très important pour notre pays d'aller aussi capter les ressources que le FEM va mettre à la disposition de l'ensemble des pays en voie de développement. Né en 1991 de la volonté de la Banque mondiale, du PNUD et du Programme des Nations Unies pour l'environnement, le FEM, le Fonds pour l'environnement mondial, comprend 183 pays membres répartis en 32 groupes ou circonscriptions. Les acteurs de la filière café-cacao sont dans le Moronou. Ils y sont pour sensibiliser les producteurs sur les nouvelles dispositions en vigueur pour la campagne 2016-2017. La campagne café-cacao a aussi été lancée dans le Moronou. Le reportage de Eugène Atoubé. Au fil des campagnes, la région du Moronou progresse vers son rêve de redevenir la boucle du cacao. Auréolé des excellents résultats durant la campagne écoulée, comme relevé par le préfet d'Ara Gombadi Georges, tous les acteurs de la filière et les producteurs de la délégation régionale de Bongwanou ont été instruits sur les nouvelles dispositions en vigueur. Des innovations majeures, notamment la péréquation du transport, l'introduction de la norme qualité entre usines et la codification des sociétés coopératives. Si ces nouvelles dispositions sont à l'avantage des producteurs, des acteurs de la filière, elle les engage à une bien grande responsabilité. Nous espérons que chacun, à son niveau, prendra les dispositions nécessaires pour que ces mesures-là soient appliquées. Il y va de l'image du cacao ivoirien et de l'image de la Côte d'Ivoire. Les producteurs et acteurs de la filière café-cacao de la délégation régionale de Bongwanou ont été félicités pour le travail accompli au cours de la campagne principale. La délégation régionale a attribué le prix de la meilleure coopérative à la ville de Mbato et celui du meilleur producteur est allé à Awo Tano Da. Je demande aux producteurs de suivre les conseils des agents agricoles, du Conseil du café-cacao et de la NADER. Il faut produire du cacao de qualité. Bien trié, bien séché, bien fermenté. Également vendre son produit aux opérateurs de son département. Avec son prix toujours plus intéressant d'année en année, le cacao est aujourd'hui le principal intérêt des populations dans la région du Moronou. D'une localité à une autre, comme jadis, du temps de la boucle du cacao, les producteurs se font une vive concurrence. Le programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire vient de recevoir 200 milliards de francs CFA de l'ABAD et la région du Gbeke va bénéficier de 5 milliards de francs CFA pour la construction de 2 usines de transformation de tomates et de manioc. Soro Corona et Charles Tatou ont rencontré les membres de la coopérative Fenkovici qui sensibilise la population du Gbeke à produire plus. Plus de 200 milliards de francs CFA font de la Banque africaine de développement BAD à la Côte d'Ivoire pour lutter contre l'insécurité alimentaire, en soutien à la construction de plusieurs unités de transformation des produits vivriers locaux à travers le projet Programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire, PAPSA, projet piloté par la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENACOVICI. Dans ce fonds de la BAD, la région de Gbeke bénéficie de 5,5 milliards de francs CFA pour la réalisation de 2 unités de transformation de tomates et de manioc. Pour porter cette information aux populations ivoiriennes, la présidente de la FENACOVICI sillonne les régions du pays. Elle a séjourné à Bouaké, chef-lieu de région de Gbeke. Objectif, échanger avec les femmes de la région sur les opportunités du projet. Nous sommes venus pour les sensibiliser
pour leur dire que c'est dans la paix qu'on peut développer la Côte d'Ivoire. Donc, elles n'ont qu'à se mettre ensemble et puis être un groupe fort dans la région de Gbeke pour que ce projet puisse avancer. Ce que nous allons faire, il y a la 6e d'irrigation, installation de ces machines, des grands champs de produits vivriers en irrigation pour que sur les 12 mois de l'année, qu'on ait toujours les produits sur nos marchés pour que les Ivoiriens vraiment mangent à leur faim. L'unité de transformation de la tomate aura pour site le village d'Ansouakro, dans la sous-préfecture de Bouaké, et coûtera 3,5 milliards de francs CFA. Celle portée sur la transformation du manioc va se réaliser à Djebonois à hauteur de 2 milliards de francs CFA. La FENACOVICI a sillonné les différentes régions du pays en vue de sensibiliser toutes les populations. Parlons culture. La pièce de théâtre La Rage du Roi a été présentée à l'Institut des Arts et de l'Action culturelle. Cette pièce de Christian Guéhi a été interprétée par la compagnie Nsemi. Sita Soro. Un fiancé me ridiculiser, me provoquer. La colère d'un roi suite au refus d'une jeune fille de devenir son épouse au détriment d'un jeune chanteur. 1h20 de spectacle pour présenter La Rage du Roi au public et aux amateurs d'art dramatique. Une pièce de théâtre écrite par Christian Guéhi et interprétée par la compagnie Nsemi. Une satire qui regroupe des personnages de 7 œuvres littéraires conçues à différentes époques, dans des contextes différents, mais dans un univers harmonieux. Je mets en confrontation le roi Christophe qu'on retrouve dans la tragédie du roi Christophe d'Aimé Césaire avec Djinan de Yassine Kakou. Une histoire d'amour qui présente un conflit de génération, comme on le voit dans Sous l'orage de Sidou Badian, le roi qui veut la fille qui veut le jeune. Mais aussi, je mets l'accent sur un personnage que j'appelle Djinan, qui présente le personnage de M. Torogny de Bernard Dadier, qui montre un peu le personnage cupide, qui aspire vraiment à être agréable. Mais la situation est compliquée pour Djinan parce que le roi lui en veut. Il faut trouver une solution à ça. Et je trouve la solution de cette œuvre-là dans Les aventures ambiguës de Cheikh Amadou Kane. La présentation de La Rage du Roi est une invitation et un soutien au projet de relance du théâtre ivoirien cher à l'auteur. Un projet auquel adhèrent les spectateurs qui ne sont pas restés indifférents au travail accompli. J'ai trouvé que c'était du théâtre différent. C'est pas comme ce qu'on a l'habitude de voir que les jeunes ont tendance à rechigner. C'est nouveau, ça fait rire, c'est frais et en plus il y a la morale à la fin. Donc. J'ai été très ravi de voir cette pièce-là. J'espère qu'elle fera le tour de la Côte d'Ivoire et aussi de la sous-région et aussi du monde. Il faudrait faire avancer et relancer le théâtre en Côte d'Ivoire. À cet effet, Christian Guéhi ambitionne l'ouverture d'une salle dédiée au théâtre ivoirien où amateurs et hommes de théâtre prendront rendez-vous tous les week-ends. Au Maroc, les islamistes à la tête du gouvernement depuis 2011 ont remporté les élections législatives. Selon des résultats provisoires, le parti de la justice et du développement obtient 125 députés contre 102 à son principal rival, le parti Authenticité et Modernité, sur un total de 395 sièges. Le taux de participation, lui, s'élève à 83%, disons 43%. À la veille du deuxième débat contre Hillary Clinton, la campagne de Donald Trump pour la Maison-Blanche est secouée comme jamais. Le sénateur John McCain, figure influente du Parti républicain, a retiré aujourd'hui son soutien à Donald Trump après la révélation de propos vulgaires qui ont jeté le trouble sur sa campagne. Dans un enregistrement vidéo daté d'une dizaine d'années publié par le Washington Post, le candidat républicain à la Maison-Blanche a des paroles insultantes envers les femmes. Il a dû s'excuser pendant la nuit. C'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis et portez-vous bien.